alimentaire de la Fédération genevoise de coopération. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas seulement les membres de la fédération ou bien les membres de la plateforme, on voit des personnes encore d'ailleurs et ça me réjouit beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, un petit peu pour expliquer pourquoi on a créé ce webinaire qui est en fait le premier d'événements qui vont se succéder. C'était un petit peu parce que parmi nos organisations, nous sommes nombreux à avoir des projets dans l'agroécologie, je pense depuis une dizaine d'années. C'est vrai que ça date d'avant, hein, des années 70 ou parfois même d'avant, mais on a commencé à appeler nos projets d'agriculture durable agroécologique il y a une dizaine d'années et c'était le moment de faire un bilan. Et puis pour un petit peu évaluer nos programmes ou nos projets, on peut faire ça chacun dans son coin, on l'a déjà fait en partie, hein, on a fait des ateliers, on a même fait des publications à ce sujet, mais on a constaté aussi que certaines structures parmi nous, certaines organisations, et en particulier Biovision, ont créé des outils très utiles pour évaluer nos programmes ou des projets en particulier, pour savoir si on respecte les principes de l'agroécologie et aussi les niveaux de transformation agroécologique définis par Steven Glisman et donc les principes agroécologiques tels que définis par la FAO qui s'est intéressée à cette question depuis 2014. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de faire ça ensemble et de voir, ce n'est pas seulement nous à FH, Food for the Hungry, qui sommes intéressés à évaluer est-ce que nos projets agricoles respectent les principes de l'agroécologie, mais c'est une quantité d'organisations qui s'intéressent à cette question et la preuve, c'est que vous êtes là ce matin. Donc, juste, je voulais vous préciser que ce premier webinaire offert par Biovision, on salue Charlotte Pavageau qui va prendre la parole tout à l'heure, sera suivi d'un autre webinaire pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez réserver déjà le 15 avril à 17 h, ceux qui sont intéressés à découvrir un autre outil. Cette fois, ce sera l'outil du GTAE. C'est un groupe formé, entre autres, d'AgriSud et du GRET, ces deux structures françaises. AgriSud, c'est l'organisation qui avait créé le manuel des bonnes pratiques agroécologiques déjà en 2010, qui a été révisé l'année passée, je crois, et que beaucoup parmi nous utilisons sur le terrain. Un guide très utile pour la mise en place de l'agroécologie. Et maintenant, ils ont aussi édité un outil d'évaluation, enfin, ils expliqueront ça plus en détail eux-mêmes, donc pour évaluer la progression de l'agroécologie, ou est-ce que l'agroécologie est véritablement appliquée dans le cadre d'un projet agricole sur le terrain. La démarche de Biovision est un petit peu différente et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, chez nous, nous avons quelqu'un qui, à Food for the Hungry en Suisse, à FH Suisse, nous avons quelqu'un qui s'occupe de ces questions. C'est Quentin. Il est dans la liste, vous verrez Quentin. Vous pouvez lui écrire en privé dans le chat pour manifester votre intérêt pour le webinaire du 15 avril, ou bien vous pouvez aussi le faire à moi-même dans le chat. Vous voyez mon nom, Roger de Surcher, et puis vous me faites un message privé pour dire que vous êtes intéressé à la conférence. Donc, ça fait partie d'un processus, comme je disais, ces webinaires où on cherche en fait à faire une sorte de bilan. On est en train d'élaborer un budget pour ça avec la Fédération genevoise de coopération. Donc, si certaines structures, alors là, ça peut concerner que la Suisse parce que sinon ça serait un peu compliqué, quoi. Mais on pourrait éventuellement accepter donc d'autres structures suisses dans ce groupe pour monter ensemble un budget et ce qui permettrait d'évaluer plusieurs projets avec les mêmes outils. Par exemple, l'outil qu'on va découvrir aujourd'hui, on pourrait l'utiliser par exemple dans un projet en Amérique latine, dans un projet en Asie, dans un projet en Afrique. Et puis, ça permettrait, grâce au fait qu'on utilise le même outil, d'avoir des résultats comparables, ce qui va être très intéressant pour Biovision, j'imagine, si on utilise leur outil, mais aussi donc pour l'ensemble de nos organisations. Et même chose avec l'outil qu'on va découvrir le 15 avril. Si certains préfèrent un outil un peu différent, donc ça sera des choses qu'on va discuter dans la suite de l'année, après la découverte des outils. Voilà un peu comment se présente le processus. Donc, on se réjouit d'avancer avec vous, avec ceux qui ont les disponibilités, le temps ou les possibilités d'avancer.
Et puis, en tout cas, pour aujourd'hui, donc, j'espère que vous avez votre café à côté de vous et tout ce qui est nécessaire pour être très attentif à ce que Charlotte va présenter maintenant. Charlotte, je te laisse te présenter toi-même. Donc, Charlotte est la cheville ouvrière de cet outil qu'on va découvrir. C'est elle qui l'a réalisé avec son équipe, etc. Mais c'est toi-même qui va dire plus précisément comment vous avez développé ça et pourquoi et quel est ton profil, Charlotte. Alors, je voulais juste vous dire aussi qu'il y a encore deux choses au niveau de l'organisation à quoi faire attention. Donc, Isabelle a déjà mentionné qu'à la fin, si vous voulez recevoir le PDF de la présentation de Charlotte, vous êtes prié de remplir un petit questionnaire d'évaluation qui vous sera fourni. Et en retour, quand on aura reçu votre questionnaire d'évaluation, vous recevrez la présentation de Charlotte. Donc, comme vous n'avez pas besoin de tout noter puisque vous allez la recevoir. Et puis, l'autre chose que je voulais encore dire, c'est que dans la discussion, comment ça s'appelle, le volet à droite? Oui, discussion. C'est là que vous pouvez poser vos questions pendant la présentation de Charlotte. Donc, on ne va pas l'interrompre, on va la laisser parler. Elle a 45 minutes, mais après, on a un temps de questions d'une demi-heure ou même plus. Et je vais essayer de… Alors, s'il y a 500 questions, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer quand même de, pendant que Charlotte parle, noter ou faire attention aux questions que vous notez dans le chat, dans la discussion, pour qu'on puisse les reprendre après. Quand elle aura fini sa présentation, on répondra aux questions que vous avez posées par écrit. Donc, on ne va pas prendre de questions orales. Ça ne sert à rien donc de réfléchir à quelque chose que vous allez dire. Il faut l'écrire. C'est de cette façon qu'on va procéder. Et quand on verra vos questions écrites, on pourra y répondre après la présentation de Charlotte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement ou technique? C'est bon? Ça marche. Alors, Charlotte, à toi la parole. Je vais couper mon micro et puis vous êtes aussi prié de couper vos micros. Merci. Bonjour à toutes et à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord remercier Roger et Isabelle pour cette invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous dans cette initiative d'avancer tous ensemble dans l'agroécologie. Je m'appelle Charlotte Pavageau, je suis gestionnaire de programme à la Fondation Biovision, dans un programme sur le dialogue politique et le plaidoyer. Et dans ce programme, on travaille principalement dans la mise à l'échelle de l'agroécologie, que ce soit dans les politiques publiques ou dans les cadres institutionnels. Personnellement, moi, j'ai une formation en sciences environnementales et une spécialisation en gestion des ressources naturelles en zone tropicale en particulier. Alors, j'espère que vous pouvez voir mon écran comme il faut. Donc, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter deux outils que nous avons développés en interne à Biovision. Pas seulement moi, c'était un effort vraiment commun de plusieurs personnes. C'est des outils qu'on a voulu pratiques et utiles pour des acteurs qui veulent aller plus loin dans l'agroécologie et pour aider à concevoir et évaluer des actions ou des projets agroécologiques. Le premier outil, l'outil ACT, ACT pour critères d'évaluation agroécologique. En français, l'acronyme, ça faisait CEA. On a préféré garder l'acronyme anglais qui était un petit peu plus percutant et avait un petit peu moins une connotation de centre atomique. Donc aujourd'hui, on va parler de ACT. C'était un outil qu'on avait principalement développé en interne. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande demande de partenaires et d'institutions avec lesquels on travaillait pour également aligner leur action avec l'agroécologie. Un petit peu plus tard, on a développé une deuxième version de cet outil, le Farm Act, donc le Act pour le niveau de la ferme. Pour ça, c'est un outil pour l'évaluation au niveau de l'exploitation agricole, notamment pour travailler en collaboration avec des agriculteurs ou des exploitants. Donc, commençons relativement doucement. On voit aujourd'hui que l'agroécologie, c'est un sujet d'actualité, que ce soit dans les médias suisses, sénégalais ou anglophones. C'est un sujet dont on parle énormément. Alors qu'initialement, c'était vraiment un mouvement alternatif, principalement supporté par des mouvements sociaux de la base,
ou par des chercheurs qui étaient intéressés à appliquer des principes écologiques à l'agriculture. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs internationaux et de plus grande envergure qui reconnaissent l'agroécologie comme une solution viable. Donc, c'est le cas de la FAO, mais c'est également le cas de groupes parlementaires qui parlent d'agroécologie. Donc, il y a une dimension politique claire. Et de manière un peu plus inquiétante, on a d'autres acteurs comme CropLife International qui parlent également d'agroécologie. Donc, pour rappel, CropLife International, c'est une association de professionnels de l'agro-industrie qui promote plutôt l'utilisation d'intrants chimiques. Et donc, ça pose ici un problème parce que lorsque CropLife parle d'agroécologie, il ne parle pas exactement de la même chose que lorsque la Via Campesina parle d'agroécologie. Et ça, on peut voir ça un petit peu dans le développement de l'agroécologie historique. Ça n'a jamais été un mouvement unifié. L'agroécologie est née sur plusieurs continents par différents mouvements qui avaient plusieurs objectifs, que ce soit de réforme agraire, d'objectifs scientifiques, d'objectifs de contrer un modèle dominant agro-industriel. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une multitude de définitions de l'agroécologie qui peuvent être problématiques. Ça peut créer d'une part une confusion. De manière un peu plus risquée, il y a un risque de cooptation, le cas de CropLife qui utilise à mauvais escient cette terminologie pour se reverdir. Et pour des organisations plus sincères qui veulent vraiment travailler sur l'agroécologie, si on ne se met pas d'accord sur la définition, ça limite la collaboration et la mise à l'échelle. Alors, la présentation que j'ai préparée aujourd'hui, une petite parenthèse, comme Roger l'a expliqué, elle va être partagée avec vous. Donc, j'ai mis pas mal de contenu pour que vous puissiez revenir dessus et relire. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis deux petites références sur les différentes définitions de l'agroécologie, dont l'un qui est sur notre site internet dédié à l'agroécologie. On a référencé plus de 26 définitions. Donc, finalement, l'agroécologie, c'est un modèle de système alimentaire qui est relativement flexible, qui n'a pas des contours très précis et qui est principalement basé sur des principes. Ce n'est pas comme l'agriculture biologique, ce n'est pas une norme. Cependant, on voit bien qu'on a besoin d'un cadre de référence commun pour collaborer, pour parler de la même chose, pour avancer tous ensemble dans la même direction. Et c'est de là qu'est né le besoin d'un outil d'orientation et d'évaluation de l'agroécologie. Alors, pour bien clarifier, quand on parle d'outils d'évaluation de l'agroécologie, si vous regardez sur Google aujourd'hui ou si vous regardez autour de vous, on peut trouver trois types de choses. Soit on parle d'un outil d'évaluation qui va regarder la qualité agroécologique d'un système ou d'un projet agricole ou de développement. Donc ici, c'est-à-dire qu'on regarde si le projet est aligné avec les différentes dimensions de l'agroécologie. On peut avoir un outil d'évaluation qui regarde la transition agroécologique, donc la dynamique d'un système. Ici, c'est la partie la plus difficile. Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'outils extrêmement bien adaptés pour mesurer cette transition. Et on peut parler également de performance multidisciplinaire, c'est-à-dire de regarder l'impact attendu d'une action, d'un produit, et en particulier les effets agro-environnementaux et socio-économiques de certaines pratiques ou de certains systèmes. Donc, pour bien clarifier, aujourd'hui, on ne va parler que du premier pilier. Donc, on regarde l'état des pratiques et on regarde l'intention des actions, mais en aucun cas, on aura des informations sur l'impact de telles actions. Pour cela, comme Roger l'a dit, il y a éventuellement d'autres outils qui peuvent être mobilisés. Donc, c'est là qu'intervient notre outil ACT, critères d'évaluation agroécologique. Il répond principalement à deux questions. Est-ce que votre action, votre programme, votre projet est bien aligné avec les différentes dimensions de l'agroécologie? Et deuxième question, un peu plus intéressante, comment rendre votre action encore plus agroécologique? Et donc, cet outil, il est utile pour trois types d'acteurs. D'une part, si vous êtes porteur de projet et que vous êtes dans une phase de conception du projet, d'un plan d'action, conception d'une stratégie, et vous voulez aligner votre stratégie avec l'agroécologie parce que vous pensez que c'est le modèle à suivre. C'est également un outil qui peut être utile pour des acteurs qui veulent analyser un programme déjà existant, un portefeuille de projets, et de regarder si c'est un caractère agroécologique. Donc, c'est le cas si vous travaillez dans une cellule d'évaluation et de suivi. C'est le cas également si vous êtes un chercheur et que vous regardez l'action étatique ou l'action de programme phare. Ou c'est le cas également si vous êtes un acteur qui travaille dans la veille ou dans le plaidoyer ou dans l'observatoire d'action d'autres acteurs.
Donc, nous, à Biovision, on était dans ce cas-là. On a développé l'outil, le numéro 2. On s'intéressait en particulier à regarder où va le financement pour la recherche publique. Et puis, dernier cas, c'est si vous êtes un acteur qui devait faire un choix entre différentes propositions de projet, donc notamment si vous avez une activité de financement, ou même si, plus simplement, vous êtes dans une équipe et puis vous avez différentes propositions de projet et vous devez faire un choix où vont vos ressources de manière prioritaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'outil regarde est-ce que les différentes dimensions de l'agroécologie sont intégrées. Pardon. Je vais revenir d'abord sur le cycle du projet pour bien reclarifier. Donc ça, c'est un cycle du projet relativement simple. L'outil peut intervenir à 3 moments. Au moment de la programmation, de la définition de la stratégie. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil de manière très stricte. Ça peut juste vous donner des idées de quel type d'action peut être mise en place. Ensuite, de manière un petit peu plus précise, au moment de l'identification des actions précises. Et finalement, au moment de l'évaluation, est-ce que les actions menées ont bien été alignées avec l'agroécologie? Mais je vous rappelle, ce n'est pas pour mesurer l'impact, mais bien est-ce que ce qui a été effectivement fait sur le terrain est bien ce qu'on a annoncé dans la stratégie. Donc, on parle des différentes dimensions de l'agroécologie. Pour cet outil, nous, on a utilisé les 10 éléments de l'agroécologie de la FAO. Qui ont été développés en 2019 et qui, l'année dernière, ont été de plus approuvés par le Conseil des membres de la FAO. Ces éléments, ils n'ont pas seulement été définis par la FAO, ils ont été définis via un processus consultatif relativement ouvert et long, où il y a eu des consultations publiques, également des groupes d'experts qui se sont réunis et qui ont défini ensemble et se sont mis d'accord sur ces 10 éléments. Un certain nombre de ces éléments réfèrent aux pratiques agricoles, au système agroécologique. C'est le cas de la dimension d'efficience, donc améliorer l'utilisation efficience d'intrants agricoles, donc par exemple limiter les pertes en eau lors de l'utilisation de l'irrigation. Des dimensions de recyclage, ici on parle principalement du recyclage des nutriments dans un système agroécologique, le recyclage de l'eau, le recyclage de la biomasse, également des éléments de diversité. Et puis on a d'autres éléments qui ne concernent pas seulement l'exploitation, mais qui vont au-delà, notamment des éléments de tradition et de culture alimentaire, principes d'économie circulaire et solidaire et des éléments de valeur humaine et sociale. Donc, on a pris ce cadre initial pour commencer les 10 éléments de l'agroécologie et on a également utilisé un deuxième cadre qui sont les 5 niveaux de changement des systèmes alimentaires qui a été défini par Steven Glisman. Ça, c'est un cadre qui permet de classifier différentes actions qui ont pour but de changer un système alimentaire. Donc, très rapidement, pour vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Dans le niveau 0, on est business as usual, que ce soit un système industriel ou un système de subsistance dégradé, sous-performant. Dans les 2 premiers niveaux, on va appliquer que des changements incrémentaux, donc des changements à la marge. On ne va pas complètement changer le système, on va juste modifier les pratiques. Dans le premier niveau, on va uniquement accroître l'efficacité des pratiques industrielles. Donc, on va par exemple réduire de manière plus ciblée l'utilisation de pesticides. Dans le deuxième niveau, on va se passer de toute pratique industrielle et on va simplement les remplacer par des alternatives. Donc, par exemple, remplacer des intrants chimiques par du compost, utiliser des biopesticides, mais on ne va pas vraiment plus loin. Ce qui est intéressant, c'est à partir du niveau 3, c'est là où on a vraiment un effet transformationnel, où on essaie de restructurer l'ensemble de l'agroécosystème, et pour ça, on se base sur des principes de diversité, donc apporter de la diversité des semences, des cultures, de la diversité dans l'espace, dans le temps, se baser sur l'agrobiodiversité. Également se baser sur des principes de synergie. Alors la synergie, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser
les différents éléments de notre agroécosystème, donc par exemple que ce soit l'arbre, le sol, les insectes, et utiliser le fait que ces différents éléments interagissent entre eux et via des cycles écologiques, produisent des effets qui sont désirables pour les cultures. Donc, c'est par exemple le cas de l'agroforesterie. On a des arbres qui vont aider à la fertilisation du sol, aider à abriter des oiseaux qui peuvent aider éventuellement à développer d'autres organismes qui vont aider à lutter contre les parasites, par exemple. Et ça se base également sur le principe de résilience. Donc, de manière très honnête, ce principe de résilience, c'est le plus dur à définir. C'est là où peut-être notre outil est le moins clair, parce qu'en soi, la résilience, c'est aussi un concept en soi difficile et compliqué. Mais principalement, ici, la résilience, ça se base énormément sur la diversité et la redondance. Donc, avoir un plan B s'il y a un choc qui affecte le système. Donc, par exemple, ça passe par la diversification des produits vendus, donc la diversification économique, diversification des cultures, etc. Et puis, on a deux autres niveaux qui vont au-delà de l'exportation, qui ont besoin d'une action avec d'autres acteurs en dehors simplement de la production agricole, donc qui se situe au niveau des systèmes alimentaires. Le premier niveau, donc ce quatrième niveau, pardon, plutôt, en violet, consiste à rétablir les liens entre les producteurs et les consommateurs. Donc, utiliser des principes d'économie circulaire, également mettre en avant des aspects de culture et de tradition, favoriser un partage des connaissances de manière horizontale, et finalement le niveau 5, qui est un niveau un petit peu plus, encore plus méta, qui doit permettre que ce système alimentaire soit plus durable et principalement plus équitable. C'est l'élément clé de l'agroécologie, c'est de promouvoir des systèmes qui soient justes pour tous, qui permettent une indépendance et une autonomie des différents acteurs. Et ça passe en partie via, par exemple, des aspects de gouvernance. Donc, par exemple, l'accès à la terre de manière plus sécurisée pour différents acteurs, des aspects de genre, des aspects d'intégration de la jeunesse, etc. Alors, on parle de 10 éléments de l'agroécologie. Juste une petite précision. Ici, en fait, on a 11 éléments, on a 10 plus. On a ajouté par rapport au cadre de la FAO un élément qui s'appelle régulation équilibre, qui en fait était un élément au moment où la FAO définissait ces éléments, avait utilisé, et au final, ils ont remplacé ça par résilience. Et on trouvait, nous, que c'était deux choses quand même bien différentes. Donc, on a réintroduit ce principe de régulation équilibre. Donc là, c'est par exemple régulation des parasites, régulation de différents cycles chimiques, de cycles écologiques, par contre, à l'intérieur de l'exploitation. Et donc, notre outil se base donc sur ces 10 principes, 10 plus 11 principes de l'agroécologie. Il est disponible sur notre site internet. Je vous ai mis ici le lien, Agroécologie Infopool. Et il y a deux versions. Il y a une version qui est en ligne, qui est plus simple si c'est la première fois que vous utilisez l'outil. Malheureusement, il est uniquement en anglais. Et il permet de voir de manière un petit peu plus claire comment pour chaque principe de l'agroécologie, on a une liste de critères. Et puis on a une deuxième version qui est une version Excel, qui est plus simple d'utilisation si vous voulez vraiment évaluer plusieurs projets à la fois, qui est plus flexible. Vous pouvez changer certains critères si vous n'êtes pas d'accord avec votre définition. En interne, on a eu énormément de discussions sur la formulation, la présence de certains critères. Donc, j'imagine que vous-même, vous avez éventuellement certaines modifications que vous aimeriez apporter, ou si vous voulez changer les exemples, qui soient des exemples plus pertinents pour votre contexte. Alors, comment exactement marche cet outil? Donc, je vous l'ai dit, on a les niveaux de Glissman, les niveaux verts, les niveaux violets et les différents principes de l'agroécologie. Pour chaque principe, on a une liste de critères, entre 3 et 9 critères. Ces critères sont en fait basés sur les actions et sur les pratiques.
C'est des critères qui définissent des systèmes. Par exemple, pour le principe de diversité, les différents critères concernent la diversité en variétés locales, la rotation des cultures, la diversification spatiale des cultures, donc les cultures intercalaires, polyculture, etc. La préservation intentionnelle de la biodiversité, préservation intentionnelle des pollinisateurs naturels, des approches multi-habitats, c'est-à-dire avoir plusieurs types d'écosystèmes au sein d'un espace donné, et la diversification des régimes également. Vous prenez votre projet, vous prenez votre plan d'action et vous regardez est-ce que le plan d'action intègre certains de ces critères. C'est tout simplement absence ou présence. Pour chaque critère, on a une définition un petit peu plus détaillée de ce qu'on entend par chacun de ces termes. Et on a également une série d'exemples qui n'est pas exhaustive, mais qui permet de bien comprendre de quoi on parle pour chaque critère. Donc, tout simplement, ça se base sur le plan d'action du projet, ses activités, son cadre logique. On passe au crible tous les critères, on regarde est-ce qu'ils sont intégrés, oui ou non. Au total, on a plus d'une soixantaine de critères. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on les connaît bien, en fait, c'est assez rapide à évaluer. On voit assez rapidement, notamment si votre plan d'action n'est pas très long, voilà, où est-ce que ça se situe dans les différents niveaux verts, dans les différents niveaux bleus. Et comme résultat, on a une représentation, comme vous voyez, où pour ici les 11 principes de l'agroécologie, on voit si les différents critères sont intégrés ou pas. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Sur votre projet, ça vous permet de voir quelles sont les dimensions de l'agroécologie qui ont été prises en considération. Ici, j'ai pris un exemple d'un éco-village en Tanzanie qui s'appelle Chololo. On voit ici qu'ils ont bien pris en compte le principe de diversité, de synergie, de recyclage. Par contre, on voit qu'il y a des lacunes, que ce projet ne met pas du tout en avant des aspects de tradition et de culture alimentaire et ne travaille pas non plus du tout sur des aspects d'économie solidaire et circulaire. Donc, si le projet voulait aller encore plus loin, il pourrait intégrer deux de ces aspects. Ensuite, comment on interprète ce graphique? Ça va dépendre un peu de votre vision, mais je vous propose la manière dont nous, à BioVision, on l'interprète. Comme je vous l'ai dit, le niveau 1 et le niveau 2, on n'a pas une transformation fondamentale des systèmes, notamment le niveau 1 est toujours compatible avec l'utilisation d'intrants chimiques. Et pour nous, c'est un pas vers la durabilité, mais si on se focalise uniquement sur ça, ce n'est pas vraiment de l'agroécologie. Donc, si sur votre projet, vous avez uniquement du vert clair et du vert moyen, pour nous, ce n'est pas vraiment de l'agroécologie. L'agroécologie commence réellement lorsque vous avez du vert foncé. Ça, c'est notre interprétation à BioVision. Et notamment, par exemple, si on revient à l'exemple de CropLife, eux, ils ne parlent uniquement du vert clair et de rien d'autre, en fait. La deuxième interprétation, c'est si on veut un projet qui soit vraiment holistique, qui soit vraiment systémique, il faut qu'on ait à la fois des actions qui agissent au niveau de l'exploitation, donc des actions en vert, ainsi que des actions qui essayent de changer le système alimentaire de manière plus générale, donc tous les aspects qui sont en violet. Beaucoup de projets souvent s'arrêtent à la partie verte et ne considèrent pas complètement ces aspects d'économie circulaire, de partage des connaissances transversales et tout un tas de valeurs socio-économiques. Même si ce sont des aspects qui sont les plus durs à intégrer, et c'est souvent là où il y a le plus grand nombre de débats entre les organisations sur exactement quel type de valeurs sociales on considère, jusqu'où aller dans ce type de modèle. Mais il est quand même important de réfléchir à est-ce que vos projets ont l'intention d'apporter quelque chose pour cette dimension. Alors, juste un petit rappel, c'est que donc, nos différentes
L'outil est basé sur de nombreuses publications scientifiques. Et je vais maintenant vous montrer comment d'autres organisations ont utilisé l'outil de manière un peu plus concrète. La première outil, c'était par nous, par la Fondation Biovision. On s'intéressait à les financements de différentes institutions publiques et privées. Par exemple, on a regardé pour la Fondation Bill et Melinda Gates leur portefeuille de projets agricoles. Et ce qui nous intéressait de voir, c'était combien de projets supportaient uniquement l'agriculture industrielle, ici près de 40%. Et de manière plus intéressante, on avait un autre quart des projets qui ne s'intéressaient qu'au niveau 1 de Gliessman, donc une amélioration de l'efficacité des pratiques industrielles. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pour nous, ça, ce n'est pas vraiment de l'agroécologie, c'est pour ça qu'on l'a gardé en rouge clair. C'est juste de l'agriculture d'intensification durable, mais pas vraiment de l'agroécologie. Et dans ce cas, la Fondation Gates, il n'y avait que 3% des projets qu'on pouvait vraiment considérer comme agroécologiques. Un autre exemple d'utilisation, c'est une autre fondation, la fondation McKnight, qui, eux, étaient intéressés vraiment par l'agroécologie, qui sont venus nous voir et qui voulaient regarder dans le passé tous leurs projets, comment dans le temps leur programme avait évolué. Donc, ils ont pris 3 fenêtres de temps et ils ont regardé tous leurs projets de leur portefeuille d'action et regardé est-ce que les différentes dimensions étaient intégrées ou pas. On voit que dans la première phase, dans les années 2005, des aspects de valeur sociale et de gouvernance responsable étaient très peu intégrés et au fur et à mesure, on a une amélioration au fil des ans. Et donc, l'utilisation de l'outil par cette fondation a vraiment poussé une réflexion interne sur voilà, quelle serait leur nouvelle stratégie, comment améliorer l'intégration de certains aspects. Voilà, on voit que la diversité est quelque chose qui était assez fort dans leur projet, donc comment capitaliser sur les expériences dans plusieurs continents, etc. Il y a d'autres institutions, plus tard également, qui ont utilisé l'outil ou qui l'ont modifié ou qui s'en sont inspirés. Donc c'est le cas d'acteurs étatiques, donc en particulier la DDC. Ils ont commencé par analyser leur projet du programme de sécurité alimentaire dans le passé avec notre outil. Et ensuite, ils ont décidé de faire une adaptation avec des critères qui étaient considérés les plus importants pour eux, pour leur futur projet. Un autre exemple qui est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, l'AFSA. Ils ont également utilisé l'outil ACT. Dans ce cas-ci, c'était pour évaluer des projets entrepreneuriaux, donc des startups ou des projets qui étaient des petites entreprises. Et vous regardez, est-ce que ces projets étaient en lien avec l'agroécologie et si oui, comment ce genre de start-up pouvait être aidé et pouvait être répliqué dans d'autres régions. On a également un nombre d'ONG européennes, Action contre la faim en France ou Coalition contre la faim en Belgique, qui ont également utilisé l'outil ici plus à des fins de plaidoyer. Et finalement, un centre de recherche international qui est focalisé sur le changement climatique, qui l'a également utilisé pour regarder leurs propres projets en interne. Donc ça, c'était une étude principalement interne. Ils étaient également intéressés de voir si l'agroécologie était quelque chose qui a été vraiment pris en compte dans leur programme. Alors, revenons un peu sur les retours. Donc ici, ce qui est présenté, ce sont les retours de tous ces utilisateurs que je viens de mentionner, pas seulement de nous. Les points positifs qui revenaient le plus, c'est que finalement, l'outil est assez facile à utiliser. Comme je l'ai dit, c'est simplement des critères d'absence de présence. La plupart des critères sont relativement bien expliqués. De plus, il est relativement rapide. Il y a 60 critères, mais une fois qu'on les connaît, il est très, très rapide d'aller sur la liste et en 10 minutes, peut-être un petit peu plus, en une demi-heure, vous pouvez évaluer un projet si vous avez bien en tête les actions du projet et l'outil en soi. Et vous n'avez pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Vous avez simplement besoin d'avoir des bonnes données sur votre projet.
que ce soit des données sur la manière dont le projet a été implémenté, donc éventuellement ça peut venir du terrain, ou des détails vraiment sur le cadre logique et sur le plan d'action du projet. Et en même temps, même s'il est rapide, il reste complet. On a essayé vraiment de penser à tous les cas possibles de pratique et de système. C'est un outil qui n'a pas été développé pour une région du monde particulière. On a essayé de faire des catégories qui étaient relativement larges pour prendre en compte toutes les situations. Ce qui a été beaucoup apprécié, c'est qu'il est basé sur des cadres qui ont été validés, celui de la FAO et celui de Glissman. Également, la version Excel est très flexible. Comme je l'ai dit, la plupart des acteurs, au final, ont adapté l'outil à leurs propres besoins ou à certains critères dont ils n'étaient pas d'accord et ils l'ont directement modifié. Et finalement aussi, la visualisation des résultats est relativement simple. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une certaine interprétation, donc la manière dont on considère qu'est-ce qui est vraiment l'agroécologie. Est-ce qu'il faut que des critères vert foncé ou est-ce qu'il faut aussi des critères absolument violets? Ça reste un peu à l'appréciation de chaque utilisateur. Par contre, quelques petits points négatifs. Le premier point, c'est que pour chaque élément de l'agroécologie, il n'y a pas le même nombre de critères. Par exemple, pour la diversité, on a 9 critères parce que la diversité reflétait, on trouvait un très grand nombre de pratiques qu'on a sous-découpées en un certain nombre de sous-critères, alors que, par exemple, des aspects de partage des connaissances a beaucoup moins de critères parce qu'on trouvait plus difficile de trouver des différents types de pratiques. On n'a pas trouvé 9 types de pratiques différentes pour partager les connaissances de manière horizontale. En soi, ce n'est pas un problème, c'est juste être conscient de ça dans l'utilisation. Ce qui est important, ce n'est pas forcément de maximiser le nombre de critères, parce que c'est impossible, les critères ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres, mais bien de voir est-ce que chaque élément est au moins considéré une fois. Un deuxième retour, c'est que finalement l'outil est beaucoup utilisé sur les cultures agricoles et un petit peu moins sur l'élevage. Il y a un certain nombre de critères sur l'élevage, mais ils sont un petit peu moins développés que sur les cultures. Je pense que c'est un peu un biais de l'équipe qui a développé l'outil. Et par ailleurs, il n'y a aucun classement entre critères. Donc, on ne dit pas si l'agroforesterie est mieux que les cultures intercalaires. Hein. Les deux critères sont au même niveau. Comme je vous l'ai dit, ça ne regarde pas si l'une des pratiques est plus efficace que l'autre ou produit des résultats plus probants. Et deuxième point, les critères sont uniquement présence-absence. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, on prend en compte la biodiversité, mais de manière très appuyée ou semi-appuyée. C'est uniquement absence-présence. Également, ce qui nous est revenu, c'est que après les 10 éléments de la FAO, il y a un deuxième cadre qui a été publié, qui est celui qui a été discuté au sein du comité pour la sécurité alimentaire, le CFS, avec son rapport du panel de haut niveau d'experts sur l'agroécologie et les autres innovations, qui, eux, ont défini non pas 10 principes, mais 13 principes de l'agroécologie. Donc, ce rapport du HLPE, il a été également fait en collaboration avec un très grand nombre d'ONG, un très grand nombre d'experts et de panels. Il y a une consultation publique également. Et certains acteurs préfèrent ces principes du HLPE que ceux de la FAO. Je vais revenir sur ça juste après. Et finalement, le dernier point négatif, qui est que le niveau 1 a un certain chevauchement avec l'agriculture conventionnelle, parce que dans ce niveau 1, on permet l'utilisation d'intrants chimiques, on se focalise sur une utilisation rationnée. Comme je vous dis, pour moi, si le projet ne se focalise uniquement sur ce niveau 1, on ne peut pas dire que c'est de l'agroécologie, c'est juste un pas vers la durabilité. Et finalement, les critères ne sont pas smart, donc ils ne sont pas mesurables, je vous dis, c'est juste absence-présence. Mais ça permet quand même d'avoir un cadre d'action.
ça fait une demi-heure que je parle. Je vous propose de prendre 2 secondes de pause et d'admirer ce magnifique champ diversifié en Tanzanie. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, on est bien d'accord. Après, tu continues avec l'outil Farm, c'est ça? Exactement. OK. Alors, 2 minutes de pause. Merci. Voilà, je propose de reprendre. Donc, suite à tous ces différents retours qu'on a eu des différentes institutions, on a décidé de développer un autre outil qui serait utile pour l'évaluation au niveau de l'exploitation. Donc, ici, je vais vous lire ce bref aperçu. Alors que l'outil ACT a été conçu comme un outil de conception, le Farmer Act veut avant tout un outil d'aide à la décision pour permettre aux agriculteurs d'identifier des moyens de rendre leur exploitation plus productive, résiliente et équitable. Donc, cet outil, il est pour travailler en collaboration avec des exploitants et notamment aider à mettre en place des plans d'action pour améliorer des pratiques au niveau de l'exploitation. Donc, comme je vous l'ai dit, notre outil ACT était basé sur les 5 niveaux de Glissman et les 10 principes de l'agroécologie. Une autre critique qui est revenue, c'est que finalement, les principes de Glissman permettaient de classifier des actions, mais n'étaient pas forcément un chemin à suivre, notamment n'était pas un chemin à suivre dans un contexte du Sud. Le but, ce ne serait pas de dire aux agriculteurs, il faut commencer par le niveau 1, donc il faut que vous commencez par utiliser des intrants chimiques et ensuite les remplacer et ensuite restructurer votre agro-système. Ils peuvent directement commencer dès le niveau 3 ou on peut commencer par le niveau 4 et ensuite changer ses pratiques. Donc en fait, ce cadre de Glissman n'est pas forcément un chemin à suivre, c'est juste une manière de classifier les actions. On a pris en compte cette remarque et on s'est dit pour développer un outil au niveau de la ferme, on va utiliser quelque chose de plus simple. On va simplement utiliser les composantes de l'agroécosystème, donc ce que l'agriculteur a à disposition, le sol, l'eau, ses cultures, les animaux, les arbres, les parasites, l'énergie, la main-d'œuvre, la communauté dans laquelle il s'inscrit et les politiques ou les institutions dans lesquelles il s'insère. Et au lieu d'utiliser les 10 éléments de la FAO, on a utilisé ces 13 éléments de ce fameux rapport du HLPE, du Comité pour la sécurité alimentaire. Alors en soi, ces 13 éléments, ils ne sont pas tant que ça différents. Il y en a énormément qui sont en commun avec le cadre de la FAO, notamment le recyclage, la réduction des intrants, les synergies. Il y a uniquement 3 grandes différences que je vais citer ici. C'est que le principe de diversité a été séparé en biodiversité et en diversification économique, qui réfèrent finalement à ce principe de résilience. Deuxième grande différence, c'est qu'on a une séparation avec santé animale et santé du sol. Notamment, ce point de santé animale était un point qui a été porté par énormément d'ONG qui voulaient mettre en avant ce principe qui n'était pas très clairement indiqué dans les principes de la FAO. Et dernière grande différence, c'est qu'on a un principe de connectivité qui, en fait, se réfère de manière très proche au principe d'économie circulaire. Donc, une meilleure connectivité entre consommateurs et producteurs, mais également, ça se réfère aussi à une connectivité du territoire, donc une meilleure connexion entre différents acteurs. Donc, il n'y a pas en soi une grande différence. Et finalement, tous nos critères qu'on avait déjà dans le ACT, on pouvait les redistribuer dans ces 13 principes de l'agroécologie, du CFS. Et donc cet outil Farmer Act, on l'a conçu comme un protocole de discussion avec l'agriculteur
où on commence par évaluer ensemble quels sont ses objectifs personnels dans sa ferme. Ensuite, on utilise l'outil à proprement parler pour évaluer l'état de ses pratiques. On passe en revue ses résultats pour ensuite développer un plan d'action et de regarder quelles sont les actions qui peuvent être utilisées ou mises en œuvre à son niveau, ou si par exemple si c'est une organisation qui travaille avec des agriculteurs, comment cette organisation peut appuyer l'agriculteur. Et donc voilà comment il se présente. Cet outil, malheureusement, pour le moment, il est toujours en phase de test. Il est disponible uniquement en anglais. J'ai traduit les questions, vous allez voir. Donc, il est organisé donc, par éléments de l'agroécologie, hein, donc recyclage, réduction des intrants, santé du sol, biodiversité, etc. Et il est organisé en matrice avec ces différentes composantes de l'agroécosystème que j'ai mentionnées, donc le sol, l'eau, les cultures, etc. Et donc, à l'intersection des éléments et des principes de l'agroécologie, on a une question. Donc ici, si on regarde biodiversité et culture, la question qu'on pose aux fermiers, c'est est-ce que les cultures sont plantées en monoculture ou sous forme de culture intercalaire dans votre ferme? Ici, la grande différence avec le acte, parce que le acte n'avait pas une question formulée. Le acte disait juste culture intercalaire, est-ce que c'est pris en compte, oui ou non? Ici, on a une réelle question et on a un gradient de réponse. C'est pas seulement oui ou non, on a 4 options. Soit on est seulement monoculture, soit on a plusieurs cultures mais qui sont cultivées de manière séparée, soit on a 2-3 cultures associées, ou alors on a plus de 3 cultures qui sont associées. Donc ça permet d'avoir un gradient. Le point qui est important à comprendre, par contre, c'est que cet outil, pour le moment, il a principalement été utilisé pour le contexte de Biovision en Afrique de l'Est. Et la définition de où est-ce qu'on met les différents seuils pour ce gradient est à adapter pour chaque contexte. Donc, il y aurait besoin d'une adaptation parce que ça dépend énormément voilà, de vous travaillez le niveau du nombre de cultures va pas forcément être le même si vous êtes dans tel ou tel contexte. Donc ici, on a tous les niveaux verts qui concernent donc, les pratiques agricoles. Et on a également les niveaux violets qui concernent ce qui est un petit peu autour des pratiques. Et ici, on s'est concentré uniquement sur les aspects dans lesquels l'agriculteur pouvait avoir une action, on pouvait avoir un pouvoir d'action. On n'a pas demandé est-ce que vos politiques sont justes parce que l'agriculteur n'y peut rien. On demande par contre, lui, de son point de vue ou dans ses capacités, où est-ce qu'il vend ses produits par exemple. Est-ce qu'il les vend de manière sur les marchés locaux, oui ou non? Et donc il y a plusieurs cas également ici. Est-ce que la plus grande partie est vendue localement ou est-ce que seulement certains produits, etc. Donc ici on a une plus grande gradation qui permet d'apporter un petit peu plus de nuances. Et on prend en revue toutes les questions qui finalement correspondent tous aux critères initiaux du acte. En fait, on a transformé tous les critères du acte en une question et en un gradient de réponse. Et donc, comme résultat, on voit pour chaque principe de l'agroécologie où est-ce qu'on se situe. Donc, ces principes peuvent être assez abstraits pour le fermier. Donc, on conseille d'utiliser plutôt les composantes de l'agroécosystème qui sont beaucoup plus compréhensibles, donc le sol, l'eau, l'agriculture. Et on regarde, pour chaque composante, est-ce que l'agroécologie a été intégrée, oui ou non. On voit par exemple ici dans cet exemple que des aspects d'énergie sont très peu intégrés, mais par contre des aspects liés aux cultures, eux, sont plutôt positifs. Et la manière dont on conseille d'utiliser, c'est de mettre en avant les actions positives plutôt que les manquements. Le but est d'entamer une discussion
avec le fermier sur quelles sont les actions qu'il juge utiles, quelles sont les actions qui sont en effet positives et qui peuvent être améliorées, plutôt que de montrer où sont les déficiences. Et là, le travail de l'expert qui va faire ce travail va être de transposer cette évaluation en un plan d'action en fonction de sa connaissance du contexte, en fonction des objectifs personnels de l'agriculture, quel type d'actions peuvent être proposées pour aller un petit peu plus loin. Ici, dans cette ferme au Kenya, l'une des actions qui était proposée pour ce fermier en particulier, c'était de planter plus d'arbres fourragers parce que l'une des objectifs du fermier, c'était d'augmenter sa disponibilité en fourrage. Et donc, de mettre en avant en quoi planter des arbres fourragers serait un avantage et de proposer ici, dans ce contexte, des exemples très précis d'espèces qui peuvent être utilisées. C'est pour ça que ici, pour cet outil, c'est vraiment un outil qui doit être adapté au niveau local, et notamment ce travail de passer de l'évaluation à la proposition d'un plan d'action. L'outil, ce n'est pas l'outil qui fait ça, c'est l'expert ou l'organisation dans laquelle vous travaillez, en fonction de quel type d'action vous proposez dans votre organisation, qui doit faire ce lien. Alors, juste 2-3 remarques sur cet outil FACT. D'une part, donc, le FACT, comme le ACT, mesure le degré d'intégration de l'agroécologie, mais pas autre chose. Donc, si vous voulez utiliser le FACT pour faire des évaluations et utiliser d'autres types de variables, notamment les revenus, le nombre d'employés, voilà, ce sera à ajouter en plus. Par ailleurs, il est vraiment conseillé d'avoir une approche personnalisée. On a proposé des formulations de questions, mais dans certains contextes, ces formulations peuvent être modifiées, notamment pour faciliter la conversation avec les agriculteurs et doivent être plutôt pris comme un entretien semi-structuré plutôt que comme des questions à être pris à la lettre. De plus, la manière dont on a utilisé, nous, était à travers une visite de la ferme éventuelle, donc en se baladant avec l'agriculteur dans sa ferme, et éventuellement pour gagner du temps, on peut utiliser l'observation pour répondre à certaines questions qui sont extrêmement évidentes. Par exemple, est-ce que vous avez des herbes dans votre possession? Ça peut être vu très rapidement, il n'y a pas forcément besoin de passer plus de temps sur cette question si la réponse est claire lorsque vous visitez la ferme. Et donc, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, de passer à la phase d'évaluation, à la phase de plan d'action, ça nécessite une certaine expérience. Ce n'est pas l'outil qui va donner les réponses de quelles actions peuvent être menées sur le terrain. Ça peut donner des indications si on voit, par exemple, la personne dit les cultures telle et telle culture sont cultivées, mais pas de manière associée, et que vous voyez que ces cultures ont une possibilité d'être associées, eh ben, vous pouvez proposer de planter ces cultures de manière un petit peu différente. Et dernier point à considérer, c'est que l'outil, ce n'est pas un outil qui mesure les choses, il se base principalement sur l'autodéclaration du fermier, et ça, comme tout questionnaire, ça comporte un certain nombre de biais. Il y a un problème notamment de réponses qui peuvent essayer de répondre, un biais de désirabilité sociale, pardon, si l'agriculteur pense qu'il doit répondre telle ou telle question pour faire plaisir à l'enquêteur. Et ça, en particulier, c'est le cas pour 3 types de questions. Ceux qui concernent les produits chimiques, est-ce que vous utilisez des intrants chimiques, des pesticides, etc. En général, les agriculteurs ont tendance à dire ou à minimiser leur utilisation parce qu'ils pensent que c'est ce que la personne veut entendre. Et également, dans certains contextes, des questions liées au genre, par exemple, sur les types de propriété, d'accès à la terre, peuvent être relativement délicates à poser. Et également, un certain nombre de questions sur le bien-être animal dans les contextes au Kenya dans lesquels l'outil a été testé. Il n'était pas très bien compris pourquoi de prendre en compte le bien-être animal était mieux jugé.
ici, il y a vraiment des biais culturels qui doivent être prises vraiment de manière assez sensible. Donc voilà, je pense qu'on va avoir plus de temps maintenant ensemble pour répondre à vos questions, pour éventuellement aller plus en détail sur certains aspects. Juste 3 petits points de conclusion. Comme on l'a dit plusieurs fois, que ce soit l'ACT ou que ce soit le Farmer Act, ils mesurent le degré d'intégration dans l'agroécologie. Ces 2 outils peuvent être adaptés à vos besoins, c'est ce que la plupart des utilisateurs font. Et ce qui est quand même important à retenir, c'est qu'ils sont basés sur un cadre commun de structuration des principes et des pratiques. Voilà, si vous êtes intéressé par cet outil, nous sommes totalement disponibles pour vous guider à son adaptation, à son utilisation, à plus de détails sur l'interprétation des résultats ou autre. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous êtes intéressé. Je vous remercie. Merci beaucoup Charlotte, pour ces excellentes présentations, cette excellente présentation sur les 2 outils. Donc, il n'y a pas énormément de questions, bon, il y en a quand même plusieurs dizaines, mais je pense qu'on peut prendre une demi-heure maintenant jusqu'à 11 heures pour répondre à ces questions. Et puis, je vais simplement les prendre les unes à la suite des autres. Donc, Charlotte, tu peux regarder peut-être aussi dans le fil de la discussion. La première question, elle est, je pense qu'on y a déjà répondu. Peut-on utiliser ACT pour évaluer des exploitations agricoles? Ben oui, puisqu'il y a l'outil Farm ACT, ça c'est bon. Une question en anglais. Je ne sais pas si tu vois, Charlotte. If ACT can be used at the stage of evaluation, it is also a tool for assessing performance and not only the quality of agroecology, isn't it? Est-ce que... Alors, non, ça ne mesure pas la performance. Ça mesure vraiment uniquement la qualité. Donc, si on reprend cet exemple même du Farm Act avec les cultures intercalaires, ça mesure juste le degré, le nombre de cultures qui vont être associées, mais ça ne dit pas est-ce que c'est mieux d'en associer 2 ou 3, est-ce que c'est mieux de rester en monoculture ou pas. Donc, ça ne dit pas quels sont les effets de telle pratique. Donc voilà. Ça ne mesure pas du tout la performance. Voilà, on a déjà parlé de cette histoire que les questions sont formulées en yes ou no et pas, en tout cas, dans le premier outil. Moi, je me demandais, j'avais posé la question suivante, est-ce qu'il y a une formation spécifique à l'utilisation de ces 60 critères pour l'outil ACT pour que chacun l'utilise de la même façon, réponde de la même façon, oui ou non, et qu'on puisse comparer les résultats entre projets ou entre organisations après? Alors, nous, on avait développé un petit guide méthodologique. Il faudrait qu'on le traduise pareil en français pour vous, pour en effet bien se mettre d'accord sur quand est-ce qu'un critère est validé ou pas. C'est principalement des choses, par exemple, je vais donner un exemple, notamment sur le principe de résilience. C'est un peu comme l'agroécologie, c'est un peu un buzzword pour certaines personnes. Certains projets disent on fait de la résilience, mais il n'y a pas plus de définition ou de précision de ce qu'ils entendent par là. Et pour nous, si le mot est simplement utilisé sans plus d'explications, on ne va pas considérer qu'il est vraiment intégré, parce que des millions de projets disent on fait de la résilience tout en faisant de l'agriculture industrielle. Donc, il faut qu'il y ait bien un respect du critère qui a été défini dans l'outil. C'est pour ça qu'il y a une description de chaque critère et une attention spécifique vraiment dans ce cas-là de diversifier le système, par exemple. Ok, merci. Une question de Jacques Auderset. Pouvez-vous expliquer un peu plus la notion de multi-habitat? Ça fait référence aux humains ou bien aux espèces présentes dans l'écosystème, je ne sais pas. Alors, c'est plutôt un concept écologique, donc un habitat écologique qui va être une notion d'écosystème spatial. Donc, par exemple, si vous prenez un paysage,
On peut avoir des haies ou des petites zones de forêt, ça va constituer un habitat. Et puis une zone de pâturage, ça va constituer un autre type d'habitat. Donc la composition de la terre ne va pas être la même. Il ne va pas abriter le même type d'espèces, il ne va pas avoir le même type de fonction écologique. On peut avoir par exemple aussi un plan d'eau, ça va être un autre type d'habitat. On peut avoir une zone bétonnée, alors c'est un habitat qui va être relativement pauvre, mais qui est un habitat en soi. Donc il y a certains paysages où on va avoir comme ça une mosaïque, soit d'utilisation des terres, soit de type d'association de plantes et d'espèces sur un endroit donné. Merci. Ensuite, une question de Eliane. Est-ce que la version Excel du questionnaire permet aussi d'obtenir l'évaluation après avec le diagramme en étoile? Oui, alors sauf que Excel ne permet pas une représentation exactement avec des segments. De manière très technique, ça s'appelle une Nightingale. Et c'est simplement un diagramme spider diagram, un diagramme d'araignée. Voilà, en araignée, ouais, c'est ça, en toile d'araignée, ouais. OK. Est-ce une question de Colin Timothée? Est-ce que l'outil ACT peut être intéressant à utiliser pour évaluer non pas un projet global, mais aussi pour des ONG partenaires locales pour qu'elles puissent identifier si leur dynamique actuelle s'inscrit suffisamment dans l'agroécologie? Donc, projet ou ensemble d'un programme, je ne sais pas. Alors, tout à fait. Alors, il y a plusieurs situations. Soit vous pouvez évaluer l'ensemble de tous vos projets, donc ce qu'on va appeler un portefeuille de projets. Vous allez évaluer les uns à un et on va ensuite assembler tous les résultats. Et l'outil permet un calcul automatique. Si vous avez 10 projets, ça va vous donner une représentation automatique des résultats pour ces 10 projets. Une autre manière, si votre question se réfère à une stratégie plus globale, ça peut être également utilisé. Donc, si par exemple vous avez une ONG où vous ne verrez pas forcément un projet, mais plus une stratégie d'organisation, l'outil peut quand même être utilisé si la stratégie est suffisamment détaillée dans le type d'action qu'elle veut mener. Et ça a été le cas de certaines organisations qui ont été mentionnées, qui ont regardé ça. Ouais. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer, si vous évaluez de manière indépendante votre stratégie et ensuite vous évaluez vos projets, des fois, les résultats sont très différents. Parce que dans la stratégie, vous mettez tout un tas de bonnes intentions. Vous dites, OK, dans notre stratégie, on va se mettre l'accent sur l'économie circulaire, etc. Et ensuite, quand vous regardez dans le détail les actions qui sont exactement menées, on se rend compte qu'elles ne sont pas toujours exactement alignées à votre stratégie, ou que finalement, c'est certains principes qui sont plus mis en œuvre que d'autres pour différentes raisons, parce qu'il y a certains de ces principes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, il y a un certain nombre de barrières, d'autres principes sont plus faciles, sont plus acceptables. Donc, ça peut être intéressant aussi de comparer les deux si vous voulez vérifier que finalement, votre ONG fait bien ce qu'elle dit. Oui, merci. Moi, j'avais pensé à ça aussi quand tu présentais les critères, puisque finalement, ce n'est pas si long que ça de faire l'analyse. On peut effectivement faire l'analyse au niveau des documents. Et puis, si on fait la visite de notre projet ou si on est en visite sur le terrain, ou bien fait directement par les personnes qui habitent là où le projet est réalisé, il peut y avoir des différences parce que ce qu'on dit dans les documents n'est pas forcément ce qui se fait exactement sur le terrain. Ça peut être moins bien, mais ça peut être mieux aussi. Hein. Exactement, il peut y avoir certaines dimensions qui sont beaucoup plus accentuées et ça vous donne aussi un retour pour votre stratégie future, de voir, OK, tel ou tel levier d'action est la meilleure porte d'entrée pour commencer. C'est celle qui est le plus facile pour commencer dans un nouveau contexte ou pour introduire le projet. Et puis ensuite, on peut essayer de travailler sur les autres aspects qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre. OK. Une question, est-ce que tout cela sera traduit en français? Alors, pour le moment, il y a seulement l'outil Excel Act qui est traduit en français.
on va travailler à la traduction de ce petit guide méthodologique. L'outil FACT, on l'a développé uniquement l'année dernière. On essaye toujours de le tester. Notamment, on a d'autres organisations partenaires qui le testent. C'est le cas du Centre international de l'agroforesterie, ICRAF, et c'est le cas également de l'AFSA, toujours, qui également le teste sur le terrain. Donc, on attend toujours des retours pour pouvoir l'améliorer. Si vous êtes intéressé par le FACT, on peut vous... celui-là, il n'est pas encore en ligne. On peut vous donner la version actuelle. Si vous êtes intéressé pour travailler avec nous dans cette adaptation ou pour déjà prendre en compte ce qui est déjà fait. Mais on attend d'avoir une version un petit peu plus finalisée et stabilisée pour le traduire. OK, merci. Donc, on peut aussi vous contacter, c'est une autre question, pour obtenir les fichiers Excel permettant de faire l'analyse FACT. Hein? Okay. Oui, alors le fichier Excel, lui, il est déjà en ligne. J'ai mis le lien dans le PowerPoint. Pardon, pour ACT ou pour FACT, ou les deux? ACT. Ah pardon, la personne parlait de ACT ou de FACT? Moi, je pense les deux, oui. Alors, je vais mettre le lien dans le chat. Donc, ACT est disponible en ligne, au lien que je viens de partager dans le chat. Et pour FACT, on peut partager, il faut juste nous contacter parce que, comme je vous l'ai dit, il est encore en phase un petit peu de peaufinement et d'amélioration. Une question sur les critères ou bien les éléments de écosystème. Ménage, comment est-ce qu'on comprend ménage? Donc, ça, c'est pour le FACT, j'imagine. Oui. Donc, là, le ménage, c'était plutôt comment est-ce que vous gardez une trace des activités qui ont lieu dans votre exploitation. Il y a une autre question. Est-ce que finalement, c'est des questions un peu plus de sécurité alimentaire? Est-ce que votre ménage est-ce que votre ménage a accès à une quantité de nourriture adéquate ou est-ce que vous nourrissez de produits du marché? Et il y a des questions de genre. Est-ce qu'au sein du ménage, les processus de décision sont équilibrés entre les hommes et les femmes ou des questions de propriété, donc qui dans le ménage a propriété d'accès ou ressources. Différentes ressources de l'exploitation. OK, merci. Je vois que certaines questions, on a déjà eu la réponse. Je passe. Une question d'Abdraman. Pourquoi est-ce qu'on a séparé dans la version du HLEPE, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, donc la santé animale et la santé du sol? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ce rapport du HLPE, il est vraiment issu d'une consultation relativement large. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont discuté pendant de nombreux mois sur la définition de ces 13 principes. Et il y avait un certain mouvement d'un certain nombre de membres, principalement de la société civile, qui considéraient que la santé animale n'était pas suffisamment explicitée, n'avait pas assez de visibilité dans la communauté internationale et qu'il y avait besoin d'avoir un principe juste pour la santé animale pour que ce soit mieux pris en compte dans les projets. Donc, tout ce qui est en lien avec le bien-être animal, mais également ça peut être lié aux parasites, tout simplement à la santé qui a un lien direct sur la productivité. Oui, je pense particulièrement en Afrique, il y a encore des sociétés qui dépendent presque plus des animaux que des cultures. On peut penser à certaines sociétés un peu nomades, donc c'est un critère important. Okay. Une question sur l'énergie. L'énergie, je ne me rappelle plus si c'était un des éléments de l'agroécosystème ou bien. Oui, exactement. Donc, l'énergie, c'est uniquement dans le FACT, qui est une des composantes de l'agroécosystème, et qui est l'utilisation d'énergie renouvelable au sein de l'exploitation, qui était un critère qui était en fait initialement dans le ACT, dans le niveau 1 de Glissman,
donc juste de réduction des intrants extérieurs, où il y avait la même question de est-ce que vous utilisez la biomasse pour faire de l'énergie renouvelable ou est-ce que vous utilisez de l'énergie renouvelable au sein de votre exploitation. Ok, il y a une question sur, j'ai pas très bien compris, de Padonou. À quoi servent les indicateurs sur le graphique des résultats, sur les pratiques du FACT? Bon, moi, j'avais aussi une question, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Dans les résultats du FACT, on voit que l'échelle va de 0 à 3. Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre en pourcent, en disant on atteint 20%, 50%? Mais comment il faut comprendre le fait qu'on dépasse 1, mais c'est sur 3, c'est quand même moins que la moitié. Mais tu disais dans ton commentaire que si on dépasse 1, c'est déjà bien. Donc, je n'ai pas très bien compris. Alors, tout à fait. Alors, cette échelle, elle est relativement arbitraire, en effet, hein, que ce soit 1 ou 3, ça peut être 1 ou 100 ou Alors, est-ce 0 que... ou 1. Charlotte, tu m'entends? Oui, Voilà. je vous OK, entends. Est-ce que vous m'entendez également? c'est bon. Donc, ce que je disais, c'était que cette échelle, elle est relativement arbitraire. En effet, on peut mettre de 1 à 100, de 0 à 1, hein, il suffit de juste faire une translation. Ça n'a pas vraiment d'importance, le chiffre final. Ce qui est important, c'est de voir finalement la taille de l'indicateur et de mettre en avant qu'il y a bien la présence d'un progrès pour une composante donnée. Donc, la barre ne soit pas à 0 en fait. Mhm. Et ça, c'est vraiment le point important. Le but, ce n'est pas de maximiser le nombre d'indicateurs. Ce n'est pas du tout l'objectif, notamment au niveau de la ferme. Hein. Ce n'est pas de juger que vous avez un point de moins ou un point de plus. Ces barres de résultats, c'est juste pour montrer que vous avez déjà un certain nombre de progrès. Donc, c'est pour ça que votre barre, elle n'est pas à 0. Elle est déjà à 1 ou à 2. Donc, vous avez déjà fait un progrès dans votre ferme pour aller vers la durabilité. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Donc, finalement, l'aspect quantitatif de l'indice ne doit pas être pris à la lettre. Comme j'ai dit, c'est plus pour essayer de mettre en avant les points positifs et les actions qui sont déjà positives au sein de la ferme. Merci. Encore quelques questions Roger, juste une Oui, petite. Il y a deux questions là qui ont été un petit peu zappées, qui me paraissent intéressantes. C'est est-ce que le FACT est aussi régulièrement mis à jour avec le retour des utilisateurs? oui. Et l'autre chose, est-ce qu'il est utilisable et adaptable par des groupements d'agriculteurs, d'agricultrices, des comités, des conseils agricoles qui possèdent des parcelles collectives? Alors, sur la première question, en effet, on est toujours dans cette phase d'amélioration et on accueille avec beaucoup d'intérêt tous les commentaires que vous auriez. C'est le cas même de l'acte. Hein, si vous avez des commentaires, vous avez des réflexions sur certains critères, sur la manière dont c'est présenté, sur son utilisation, ça nous intéresse beaucoup. Il faut savoir que cette question de définir des critères de l'agroécologie, ce n'est pas une question qui est réglée. Hein, on est dans un certain nombre de groupes de discussion avec tout un tas de partenaires qui se posent les mêmes questions et il n'y a pas une réponse fixe. Hein. Et deuxièmement, la question était... pardon, Est-ce que FACT est adaptable donc pour les... groupement. Alors, si la question c'est est-ce que l'évaluation peut être faite au niveau du groupement, ça dépend parce que j'imagine que le groupement a quand même des pratiques un petit peu différentes de ses membres individuels. Donc, il est quand même fait pour regarder ce que une exploitation fait. Mais par contre, il peut être en effet utilisé par tout un groupement s'ils veulent ce groupement veut entamer une discussion et notamment essayer de voir comment ce groupement peut aller dans une direction donnée ensemble. Par contre, je le répète, comme je l'ai dit, le FACT, il est vraiment un petit peu plus adapté à des contextes d'Afrique de l'Est. Et donc, notamment, les seuils pour passer du critère 1 au critère 2 doivent être adaptés ou doivent être revus par chaque contexte.
OK. Nous avons aussi quelques questions. Je ne sais pas si on peut aller dans trop de détails, mais comment est-ce qu'on mesure l'énergie? Il y a la chaîne de valeur, la santé du sol et le bien-être animal. Ça fait 4 éléments. Bon, j'imagine que vous avez justement un guide méthodologique qui explique comment mesurer tout ça. Mhm. Euh, donc, pour chacun de ces composantes qui viennent des cités, donc il y a un nombre de questions très précises. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Certaines des questions sur la chaîne de valeur, donc on parle bien du fact ici, c'est est-ce que vous êtes certifié ou est-ce que vous avez est-ce que vos produits sont vendus via un certain label ou un certain étiquetage particulier. Une autre question est est-ce que vous obtenez un premium pour vos produits qui peuvent justement être liés au fait que vous avez une certification ou un type de label. Une autre question, toujours liée à la chaîne de valeur. Il y a un lien encore avec cette économie circulaire. La quantité de produits de votre exploitation que vous êtes capable de vendre directement aux consommateurs ou aux acheteurs finaux et la quantité qui est vendue via des intermédiaires. Ça, c'était pour la chaîne de valeur. Si vous voulez que je rentre un petit peu dans les détails sur des aspects de connectivité. Voilà, oui, il y avait une question de Anne sur qu'est-ce que sont ces éléments de connectivité. Donc, la connectivité, c'est vraiment lié à cette idée d'économie circulaire, donc de meilleures relations, d'une relation plus directe entre le producteur et le consommateur. En fait, donc la connectivité, c'est un élément, c'est pas une composante de l'agroécosystème. Et ça revient à cette même question de la quantité de produits de votre ferme qui est directement vendue aux consommateurs et celle qui est vendue à des intermédiaires. Ou il y a une autre question alternative sur les moyens de vente qui soient un petit peu plus directs. Oui, merci. Et justement, Anne avait encore une autre question. Tu disais, Anne, il s'agit d'évaluer la progression d'une ferme, mais pas de comparaison possible entre plusieurs fermes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parce que comme je l'ai dit, finalement, les indicateurs finaux sont un petit peu donne une indication, hein, donc ça montre quand même l'effort fait par l'indicateur, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'indicateur quantitatif final. Et le but n'est pas... En fait, d'une certaine manière, oui, ça peut être utilisé si vous voulez comparer des fermes, parce que vous avez un indicateur quantitatif final qui peut être comparé. Mais dans notre perception, le but n'est pas de mettre en compétition les exploitations. Le but est vraiment d'amener l'agriculteur vers un plan d'action. Mais de manière théorique, si votre but c'est de faire des enquêtes auprès des agriculteurs pour évaluer, je sais pas, l'effet d'un programme ou regarder la situation de base d'une région, vous pouvez très bien l'utiliser comme une enquête en fait. Oui. Donc, c'est quand même plus un outil pour évaluer si l'agroécologie est présente dans toutes ses composantes plutôt qu'à quel niveau elle est présente dans chacune des composantes, quoi. Okay, ouais. Oui. L'indicateur principal, c'est de regarder est-ce qu'il y a au moins un effort qui est fait par composante. Voilà. Il y a pas mal de questions qui reviennent sur est-ce qu'on peut obtenir les fichiers Excel? Est-ce qu'ils sont libres de droit aussi? Est-ce que vous distribuez ça comme ça? On n'est pas très habitué. D'habitude, il faut payer ou d'habitude, il y a des restrictions. Mais voilà, si Biovision partage ces outils, c'est magnifique. Mais juste peut-être une confirmation de ta part. Oui, tous nos produits et tous les informations que vous pouvez trouver sur notre site
agroécologie-pool.org sont libres de droit, libres d'accès. On demande juste de citer les sources. Voilà, c'est notre, notre culture de vouloir partager ce genre de cadre, parce qu'on pense que c'est ce qui permet de collectivement avoir des efforts qui vont dans la même direction. Par contre, si on veut, par exemple, que tu interviennes ou quelqu'un d'autre de l'organisation sur place dans un certain pays fasse un atelier, par exemple, pour expliquer aux employés ou aux partenaires de l'organisation qui veut utiliser l'outil comment appliquer les 60 critères, par exemple, ou bien comment utiliser l'outil FACT, on peut aussi faire une demande d'intervention de Biovision contre rémunération, j'imagine. Éventuellement, donc ça dépend un petit peu de la disponibilité de nos équipes. Je ne peux pas vous promettre ici qu'on sera disponible pour toutes les demandes. Tout va dépendre. On peut vous donner des éléments assez rapides de réponse, mais si vous voulez vraiment une formation un peu plus approfondie, ça va vraiment dépendre de la disponibilité de nos équipes. Oui, Charlotte, il y a encore deux questions intéressantes. Est-ce qu'il y a moyen de trouver sur votre site justement les aboutissements de ces enquêtes, c'est-à-dire les rapports finaux ou ce qui est remonté du terrain, et puis aussi des exemples de collecte de données avec des formulaires. En fait, on parle ici un peu d'outils et surtout des résultats. Est-ce qu'on voit ça aussi sur votre site? C'est deux questions dans le chat. Tout dépend. Alors, vous pouvez trouver, par exemple, je vous ai présenté un exemple où on regardait ce qui se passait avec la Fondation Gates. Ça, c'est une étude qui est disponible pour tout le monde. Je vais également vous donner le lien plus précis. Par contre, donc je vous ai dit que l'outil est utilisé par un certain nombre d'autres acteurs. Pour un certain nombre de cas, l'outil est utilisé pour des usages internes, donc ces acteurs ne souhaitent pas forcément dévoiler les résultats de cette utilisation. Il y a d'autres publications qui sont actuellement en cours, notamment sur l'utilisation du FACT, qui devrait être publié bientôt. Et donc, je vous ai dit qu'également, il y a un certain nombre d'ONG européennes qui avaient utilisé l'outil pour un certain nombre d'études. Sur le lien que je vais vous partager, toutes ces études sont également disponibles, notamment en bas de la page. Bon, j'imagine que certaines données brutes, certains questionnaires ne sont pas forcément publics parce que c'est quand même des données internes aux organisations, quoi. Exactement. Donc, ce qui est souvent disponible, c'est uniquement les résultats, mais pas forcément les données brutes. En effet, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'organisations, dont certains exemples dont je vous ai parlé, c'était pour des études internes où l'organisation préfère regarder les détails des résultats. Il y avait deux questions très générales sur l'agroécologie. Enfin, une, disons, est-ce que l'agroécologie fait partie de l'agroforesterie? Je dirais plutôt l'inverse. Donc, selon la méthodologie qu'on a développée ici, c'est l'agroforesterie qui est un des éléments de l'agroécologie plutôt. Exactement. Donc, l'agroforesterie est l'une des pratiques, dans notre cas, qu'on a classifié dans le niveau 3 de Glisman, donc le vert foncé, donc des pratiques qui étaient vraiment qui favorisaient les synergies au sein du système. Donc pour nous, c'est l'une de ces pratiques qui est vraiment agroécologique, mais c'est une pratique parmi d'autres. Et puis même dans l'agroforesterie, il y a tout un tas de sous-pratiques et de sous-systèmes qui n'ont pas le même degré de performance. Oui, il y avait une question aussi sur l'agroécologie et les changements climatiques. Donc c'est aussi une question très générale, mais effectivement, l'application de tous ces principes permet de s'adapter au changement climatique, de favoriser la rétention d'eau, etc. Donc, ça, je crois que c'est des choses un peu générales, on peut passer. Tout à fait. Je vais peut-être juste ajouter qu'on a également publié un autre rapport exactement sur cette thématique. Je vais également copier le lien dans le chat, qui est exactement sur cette thématique, les liens entre l'agroécologie et les changements climatiques. Et notamment, le premier chapitre fait un état des lieux de la littérature scientifique sur le sujet. Quelles sont les preuves qu'on a bien une meilleure résilience, une meilleure adaptation à des stress climatiques variés.
Il y avait encore une dernière question ce qu'on n'a pas traité sur l'agroécologie et la sécurité alimentaire. C'est vrai que ça revient parfois dans les débats, que l'agroécologie, c'est très compliqué, il y a plein de choses à faire. Est-ce que ça permet d'atteindre la sécurité alimentaire suffisamment rapidement? Moi, je peux juste témoigner qu'avec Food for Hungry, mais avec d'autres organisations avec lesquelles j'ai travaillé, on peut atteindre en quelques années un triplement des rendements. Et c'est justement ce qui avait été estimé au départ quand on démarrait les projets, c'était que si les personnes veulent atteindre la sécurité alimentaire, il faudrait quand même qu'elles doublent ou triplent leur rendement, entre autres, hein, c'est juste un des critères, et puis que c'est quelque chose qui est atteint en mettant en pratique l'agroécologie, donc sans une augmentation d'utilisation d'intrants chimiques, et puis après avec tout le reste des mesures aussi. En tout cas, moi, je peux témoigner que c'est pas du tout antinomique. C'est plutôt la meilleure façon d'atteindre la sécurité alimentaire, c'est justement d'implémenter l'agroécologie. Mais voilà, certainement que tout le monde a des témoignages à faire là-dessus. Oui, Alors, Roger, il y a encore une petite question là oui, de Sarah Madère de Suissed. Il semblerait que dans FACT, on ait oublié l'aspect genre. Est-ce que ça pourrait être additionné, d'autant plus que, comme le dit Anne, ça vient aussi du terrain, cette demande. voilà. Oui, alors il y a quand même il y a un certain nombre de questions qui portent sur genre, dans le fact. Il me semble qu'il y a deux, trois questions qui portent sur la dynamique de genre au sein du ménage, mais également la dynamique de genre au sein de la communauté dans laquelle ce ménage se trouve, notamment dans éventuellement la participation à des réseaux ou à à, euh, des groupes, des groupements. Est-ce que les femmes ont accès, ou les hommes, hein, ont des accès égaux à ce type de groupement? Dernière question, j'ai oublié. Mais c'était juste ce que je voulais souligner, c'était que ce genre de questions, quand on les posait sur le terrain, il y a toujours une certaine sensibilité dans la manière dont on les pose, notamment tout dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Où on a eu pas mal de retours. La personne demandait, notamment par exemple, sur les questions de titre de propriété, pourquoi est-ce que le critère où c'est ma femme qui a le titre de propriété est mieux noté, alors que traditionnellement, ce sont les hommes qui ont accès au titre de propriété. Donc, les aspects genre sont pris en compte. C'est juste que voilà, c'est des questions qui posent un certain nombre de questionnements et des fois qui peuvent être vues comme une imposition de certaines visions occidentales à une culture traditionnelle, ou qui peuvent être également, parce qu'on a quand même un certain nombre de questions sur la préservation des cultures. Et donc, c'est là où il peut y avoir une tension entre égalité des genres et préservation des cultures. OK, merci beaucoup. Moi, je redonne la parole à Isabelle. Il y a peut-être effectivement, comme tu l'as fait, Isabelle, des questions qu'on a oubliées. Donc, je ne sais pas s'il en reste, mais je te repasse la parole. Et puis, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup déjà, Charlotte et chacun d'avoir été là. À toi, Isabelle. Non, je pense qu'on a pris en compte toutes les questions qui étaient dans le chat. Donc, je vous rappelle que la plateforme Souveraineté alimentaire va organiser cette année 4 webinaires sur les thématiques qu'on a développées dans nos fiches de bonnes pratiques. Donc, ceux qui ont été intéressés, qui l'ont mis, donc qui voulaient être au courant de nos informations, recevront ça tout au long de l'année. Je vous demande, avant de partir, de cliquer sur le petit lien que je viens de vous envoyer parce que c'est important pour répondre donc à l'évaluation de nos deux outils d'évaluation. C'est important pour nous, pour s'améliorer et pour continuer à avoir des dynamiques intéressantes comme on vient d'avoir. Je pense qu'on a tout dit. Si quelqu'un a vraiment une dernière chose importante à nous communiquer,
Vous pouvez encore le faire. J'espère que c'était donc bien intéressant pour vous. Et merci beaucoup d'avoir été si nombreux et de partout en Afrique et en Suisse. Donc voilà. Merci tout le monde et à bientôt. Merci pour votre participation. Merci à tous et merci encore pour l'invitation.